Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve, je termine à l'instant, il y a quelques secondes, l'épisode 2, je vous fais la review. Alors, pour toutes les prochaines semaines, les reviews seront en voix off avec des images promotionnelles superposées parce que tout simplement, à 5h du matin, j'ai pas envie de passer devant la caméra et de toute façon, on se retrouve mercredi soir en live moi et mes invités face caméra pour vous débriefer l'épisode en détail pendant 2h30, 3h. Donc là, c'est la petite review 100% spoilers. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, quittez cette vidéo. Si vous l'avez vu, vous savez ce que je vais vous dire. Et c'est parti. Ce que je peux vous dire, c'est que cet épisode m'a comblé et m'a donné tout ce que je n'ai pas eu la semaine dernière. Si vous avez regardé ma vidéo ainsi que mon live, vous savez que la semaine dernière, j'ai trouvé le pilote de la série excellent, mais il me manquait quelque chose. Pour moi, on passait un petit peu trop vite l'aspect exploration-infiltration. C'est ce que j'ai eu dans cet épisode, mais surtout, j'ai eu une énorme plus-value avec toute la séquence d'introduction pré-générique qui se passe donc le 24 septembre 2003, 2 jours avant l'apocalypse, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, dans l'introduction, puisque le début se passait le 26 septembre, si mes souvenirs sont bons. Là, ça se passe 2 jours avant, et ça se passe à Jakarta, en Indonésie. Ce que l'on entendait à la radio, le dialogue qu'avaient Sarah, Tommy et Joël, où justement Tommy et Joël se demandaient où était Jakarta et Sarah leur expliquait que c'était la capitale de l'Indonésie. Et donc on va s'apercevoir que c'est à Jakarta qu'il y a eu les premiers infectés dans un silo de farine et de grains, une employée qui a mordu plus de 14 personnes, 14 personnes portées disparues et quelques autres qui ont été abattues par la police indonésienne. Cette femme était infectée. Le champignon, en plus, se développe dans des endroits où, justement, il y a de la farine et du grain. Mais cette femme était déjà infectée. Donc, elle n'était pas le patient zéro. Malgré tout, on sait que voilà, ça a commencé très probablement en Indonésie et une chercheuse universitaire va être dépêchée par la police indonésienne pour enquêter, pour déterminer, et elle va leur expliquer qu'il n'existe aucun médicament, aucun vaccin, et que la seule et unique solution, c'est de bombarder la ville pendant qu'il en est encore temps, puisque lorsqu'elle apprend ça, ça fait une trentaine d'heures que l'infection a commencé. Elle leur dit de bombarder la ville avec elle, bien évidemment, à l'intérieur. On voit d'ailleurs les tendrils, je ne sais plus si c'est en français ou en anglais qu'on dit les tendrils, ce qui remplace les spores, en gros les espèces de champignons qui sortent de la bouche qu'on a vu dans l'épisode précédent chez la voisine, la vieille de chez la voisine qui essayait d'infecter sa fille et son beau-fils, donc les voisins de Joël et de Sarah. Et donc, on va le revoir, ça aussi, dans le courant de l'épisode, dans une des scènes très fortes de fin d'épisode avec Tess. C'est Tendrils qui remplace les spores. Et justement, on va jouer avec nos attentes, puisque dans le jeu, il s'agit de spores qui traînent dans l'air. Et justement, on va jouer avec nos attentes, puisque les joueurs, c'était une des différences qui a été annoncée. Et dans un dialogue entre Ellie, Joël et Tess, Ellie leur demande mais il n'y a pas des spores qui traînent dans l'air et ils leur disent que non, c'est pas des spores. Ceci dit, on a eu comme information qu'il y aurait peut-être les spores dans la saison 2 qui arrivera. Donc pour l'instant, on ne l'aura pas dans la saison 1, mais possible qu'on ait des spores dans la saison 2. Quoi qu'il en soit, donc, cette scène pré-générique est une réelle plus-value parce qu'on s'intéresse aux origines de l'épidémie et on s'intéresse pendant une bonne dizaine de minutes. C'est vraiment excellent et c'est quelque chose qui n'est pas dans le jeu, en tout cas qui est à peine expliqué. Vraiment pas forcément dans le détail, ce genre de scène n'existe pas dans le jeu, c'est une réelle plus-value et c'est là où on voit que c'est une adaptation et pas un simple copier-coller. Et justement, moi, ce que j'attends d'une adaptation, comme je l'ai expliqué lors du live, c'est que ça prenne non pas forcément beaucoup de liberté, mais que ça amène des choses inédites. Et c'est le cas. Et ensuite, le reste de l'épisode, ben oui, ça va être un copier-coller, mais justement, c'est ce qu'on n'avait pas dans l'épisode précédent, c'est-à-dire des moments de calme, des moments de silence, parce que The Last of Us, c'est aussi un jeu où il y a beaucoup de moments de calme et de silence, avec en arrière-plan la fabuleuse, la magnifique musique de Gustavo Santaolalla, à la guitare,
qu'on va avoir dans cet épisode, beaucoup plus d'ailleurs que dans le précédent. Et on va s'attarder un petit peu plus sur le caractère de Ellie et la relation de Joel et Tess vis-à-vis de Ellie. C'est un peu plus développé que dans le jeu, puisqu'ils sont beaucoup plus méfiants, et ici Joel n'hésite pas à vouloir la tuer. Il considère qu'elle est infectée, et même si elle a passé plusieurs jours sans évoluer au niveau de l'infection, pour lui, elle représente toujours une menace mortelle, et on comprend bien que c'est Tess qui convainc Joel de lui donner une seconde chance à cette petite, et qui le convainc de la sauver, de l'accepter, parce que si c'était uniquement Joel, elle aurait pas fait long feu, soit il l'aurait livré à la Fedra, soit il l'aurait abandonné, soit il lui aurait tiré une balle. Donc c'est vraiment Tess qui est l'élément charnière pour sauver Ellie, pour lui donner une seconde chance. Et on va voir d'ailleurs que Ellie passe beaucoup plus de temps aux côtés de Tess dans l'épisode que de Joel. Et c'est vraiment parce que Tess insiste et demande à Joel d'avoir un peu de compassion, d'être un peu optimiste, de croire réellement qu'il y a une chance qu'elle s'en sorte. C'est vraiment Tess qui va convaincre Joel, plus que dans le jeu. Alors c'était déjà le cas dans le jeu, mais ici beaucoup plus que dans le jeu. On a une Ellie qui est un peu plus imprudente, un petit peu plus, on va dire, tête en l'air que dans le jeu, comme dans cette scène où ils vont traverser des eaux usées, enfin des eaux stagnantes, et où elle va essayer de s'amuser. C'est dans un hôtel, si j'ai bien compris ce que j'ai vu. Elle va s'amuser un petit peu comme une enfant, parce qu'elle est encore une enfant. À 14 ans, on est une enfant. La Ellie du jeu est quand même beaucoup plus mature et beaucoup plus obéissante à Joel dès le départ, voilà, très très vite. Là, on sent que la Ellie de la série est un peu plus immature, et à certains moments, on retrouve la Ellie du jeu. Bella Ramsey est excellente, même si c'est pas elle qui m'a le plus marqué dans l'épisode, c'est Joel et surtout Tess, la relation Tess-Joel, et bien évidemment Tess, c'est son épisode, et c'est malheureusement, comme dans le jeu, son dernier épisode. Pour ceux qui ont joué au jeu, on savait à quoi s'attendre, et je m'y suis attendu dès le départ, allez, on va dire, dès la moitié de l'épisode, je savais ce qui allait se passer. Bien évidemment, c'est le fait que Tess a été mordue, elle est infectée, et elle va se sacrifier, même si il y a une différence, c'est que, selon mes souvenirs, elle est abattue par la Fedra, qui investissent l'endroit où ils sont. Alors je sais plus si c'est le musée ou si c'est un autre. Je crois que c'est le musée. Non, c'est le repère des lucioles. C'est, il me semble, la Fedra qui débarque, et elle en tue quelques-uns avant d'être abattue. Alors que là, c'est toute une meute d'infectés et de claqueurs, et elle va vider des barils d'essence, de mazout, de carburant et des grenades, et elle va tout faire péter pour que cette meute ne suive pas Joel et Ellie, non sans avoir auparavant été directement en contact d'un claqueur qui va lui transmettre les tendrils dans une scène très cringe et en même temps très flippante et poignante, parce que on voit que Tess se bat jusqu'au bout et on voit Tess mourir, contrairement au jeu où la mort est hors champ. Et là, on voit le claqueur qui va, en tout cas l'infecter, il n'est pas encore totalement un claqueur, mais l'infecter, qui va lui transmettre les champignons à travers la bouche en faisant une espèce en l'embrassant quelque part, et il va lui transmettre, et dans un geste désespéré, elle essaye d'allumer son briquet, elle n'y arrive pas, au dernier moment, elle allume son briquet et elle fait tout péter, et avant ça, elle fait promettre à Joel de prendre soin de Ellie et d'aller voir Bill et Frank. Bill et Frank, très important, notamment Bill dans le jeu. Vous le découvrirez, alors soit le prochain épisode, soit celui d'après, mais je crois que c'est dans l'épisode 3, Bill et Frank. D'ailleurs, ça devrait être développé un petit peu plus que dans le jeu. Pour ceux qui ont vu le jeu, vous savez pourquoi je dis ça. Et donc, dans cet épisode, on va apprendre quelque chose qui, il me semble, vous me rectifierez dans les commentaires, mais de toute façon, je m'en assurerai d'ici mercredi soir pour le live. On va apprendre quelque chose, c'est que les champignons les espèces de les champignons qui sont à terre
agissent en symbiose avec les infectés. Et lorsque on abat un infecté, les champignons transmettent l'information à travers le sol aux autres infectés aux alentours. Et du coup, ça fait un petit peu comme dans Stranger Things saison 4, si vous vous souvenez, dans la saison 4, dans le monde à l'envers, lorsque l'on marchait sur des espèces de choses organiques qu'il y avait dans le monde à l'envers, les chauves-souris, Vecna et tous les démogorgons étaient alertés. C'était un petit peu comme tout un écosystème en symbiose. Lorsque vous marchiez ou lorsque vous écrasiez quelque chose, tout le reste de la vie autour le ressentait aussi. Et c'est ce qui fait que lorsque Joël va abattre un infecté, tous les autres infectés aux alentours vont se regrouper en meute et arriver en cavalant. Et ça, il me semble que ça n'est pas dans le jeu. Si c'est dans le jeu, je m'en souviens pas. Si c'est pas dans le jeu, c'est un ajout de taille qui apporte encore plus de danger et qui fait que ça va être encore plus difficile de tuer des infectés et des claqueurs, surtout des infectés, sans avertir les autres. Et donc forcément, ça va demander encore plus d'infiltration parce que dans le jeu, on peut quand même les tabasser à coups de batte de baseball, à coups de morceaux de bois, de briques. C'est pas pour autant que ça avertit ceux qu'il y a aux alentours. Et puis il y a cette scène avec le claqueur qui est exactement comme dans le jeu, avec Ellie et Joël qui se cachent derrière un meuble, et les claqueurs qui sont qui sont sublimement designés exactement comme dans le jeu, le même sound design, les mêmes bruits, les mêmes cris, les mêmes râles. C'est excellentissime. C'est vraiment un épisode où il y a des easter eggs en plus, comme la planche, l'échelle qu'on peut avoir dans le jeu. J'aurais bien aimé encore un petit easter egg, Joël qui balance une brique ou une bouteille pour détourner l'attention. Probablement qu'on l'aura dans les autres épisodes. C'est ce genre de clin d'œil qui est savoureux quand on est un gamer. Pour ceux qui ne sont pas des gamers, qui n'ont pas fait le jeu, ça vous dérangera pas du tout. Quoi qu'il en soit, un excellent épisode, bien meilleur que le premier. Le premier était excellentissime sur sa première demi-heure, et puis sur le reste, ça allait un petit peu trop rapidement, et pour que le coup, celui-ci, ça complète bien. On a cet aspect infiltration, et puis les paysages qui sont vraiment très bien faits. Les effets spéciaux, il n'y a rien à redire. Au niveau du fond vert avec les bâtiments, tout le monde en ruine, c'est sublimement fait. On sent qu'il y a vraiment un travail qui a été fait sur la végétation rampante. En plus, on nous explique que les villes ont été bombardées, donc ce qui permet de comprendre pourquoi les tours sont effondrées les unes sur les autres. C'est très beau en plus, puisque l'épisode se passe de jour. On voit beaucoup de couleurs différentes, ça ressemble énormément au jeu. Bref, énormément de points communs avec le jeu. Et puis Anna Torv, qui pour moi marque l'épisode. Tess, elle a vraiment fait un super boulot. Anna Torv, c'est dommage qu'on ne la voit que 2 épisodes, mais bon, après, peut-être qu'on aura des flashbacks, je suis pas sûr, mais en tout cas, Anna Torv a vraiment tout donné pour le rôle, et elle est excellentissime. Joël, Pedro Pascal, il n'y a absolument rien à redire, et puis Bella Ramsey confirme qu'elle a été bien castée, même si elle ressemble pas totalement à Ellie, mais bon, on va pas le rappeler à chaque épisode, elle est très bien dans le rôle, c'est une adaptation, et c'est une adaptation avec une plus-value qui apporte des choses qui ne sont pas dans le jeu, qui enrichissent la compréhension du jeu, mais pour autant, ça reste fidèle. Voilà ce que je pouvais vous dire, cette petite critique à chaud, mais vraiment totalement à chaud. J'ai terminé l'épisode il y a un quart d'heure. Donc, merci à vous si vous regardez cette vidéo, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il va y avoir énormément de vidéos. On va se retrouver tous les lundis matins pour les reviews, tous les mercredis soirs pour les lives The Last of Us, et en plus de ça, il va y avoir beaucoup d'autres critiques de films, de séries. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve ce soir, donc lundi soir, pour la critique de Tales of the Walking Dead. On continue, cette fois-ci ce sera les épisodes 3 et 4. Et je serai aussi sur la chaîne de Megamax où on va parler cinéma avec ses invités. Merci à toutes et à tous, passez une bonne semaine, à demain et à mercredi soir pour le live. Ciao tout le monde!